Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le Premier ministre Nawaf Salam affiche une volonté de réforme et de souveraineté. Sécurité, diplomatie, développement régional, l'État se veut actif sur tous les fronts, malgré les défis persistants, affirme Salam. Face à l'urgence de redresser un pays en crise, le Premier ministre Nawaf Salam a pris la parole devant le Conseil économique et social pour exposer la feuille de route du gouvernement. Objectif, reconstruire la confiance, renforcer l'État et amorcer une sortie de l'impasse. Sur le plan sécuritaire, Salam a réaffirmé l'engagement du Liban à appliquer la résolution 1701 de l'ONU, à limiter la circulation illégale des armes et à renforcer le contrôle aux frontières et dans les aéroports. À propos de la visite prochaine de l'émissaire américain Tom Barrack à Beyrouth, Salam a affirmé que l'émissaire américain doit obtenir de véritables garanties concernant le retrait d'Israël du territoire libanais et qu'il est dans l'intérêt national du Liban de parvenir à une réponse unifiée à la feuille de route proposée par les États-Unis. Parmi les annonces, la finalisation du plan directeur de l'aéroport de Clayat dans le Akkar en vue de sa réactivation, une infrastructure stratégique au service du développement régional et de la relance économique. Autre priorité mentionnée par le Premier ministre, réformer l'administration. Le chef du gouvernement souhaite instaurer un nouveau mécanisme de recrutement dans la fonction publique fondée sur la compétence. À travers ces initiatives, Nawaf Salam entend poser les bases d'un État moderne, digne de la confiance de ses citoyens et de la communauté internationale. Donald Trump affirme qu'Israël est prêt à finaliser un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza. À moins d'une semaine d'une rencontre décisive à Washington, entre le président américain et le Premier ministre israélien, les regards se tournent vers le Hamas, sommet d'accepter ce que Trump qualifie de dernière chance. Donald Trump l'a annoncé sur sa plateforme Truth Social, Israël est prêt à finaliser un cessez-le-feu de 60 jours, une trêve que Washington espère voir mise en œuvre dès la semaine prochaine. Ses représentants ont rencontré de hauts responsables israéliens. Résultat, un accord cadre est sur la table. Il ne manque plus que la signature du Hamas. Qatar et Égypte, les deux médiateurs historiques, seront chargés de présenter cette proposition ultime aux dirigeants du Hamas. En toile de fond, la visite prévue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington lundi prochain. Donald Trump promet d'être très ferme avec lui. Pourtant, sur le terrain, les combats se poursuivent. L'armée israélienne a étendu son offensive dans l'enclave, faisant de plus en plus de morts selon les secours palestiniens. Les conditions humanitaires sont catastrophiques à Gaza. Plus de 2 millions de civils vivent sans électricité stable, sans soins et souvent sans eau. La guerre éclair entre Israël et Iran, qui s'est conclue en 12 jours, a ravivé les espoirs d'un apaisement en Gaza. Washington joue la carte diplomatique avant que la situation ne dégénère à nouveau. Tous les regards sont désormais tournés vers le Hamas. Moins de 2 semaines après la fin de la guerre éclair avec Israël, Téhéran annonce officiellement suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une décision adoptée par le Parlement iranien, validée par les autorités et justifiée par ce que la République islamique qualifie de silence complice de l'agence onusienne face aux frappes sur ses installations nucléaires. L'Iran vient d'annoncer la suspension de sa coopération avec l'AIEA, l'agence de l'ONU chargée de surveiller les activités nucléaires dans le monde. Cette décision, prise dans un contexte de très forte tension régionale, fait craindre une nouvelle escalade dans le dossier atomique iranien. Le 25 juin, au lendemain du cessez-le-feu avec Israël, les députés iraniens ont massivement voté une loi suspendant la coopération de l'Iran avec l'AIEA. Une semaine plus tard, la loi est promulguée par le président. Le gouvernement iranien justifie cette décision par ce qu'il appelle le silence inacceptable de l'AIEA face aux bombardements israéliens et américains ayant visé ses infrastructures. Selon Téhéran, la résolution votée par l'agence quelques jours avant les frappes aurait servi de prétexte à cette opération militaire. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, avait pourtant demandé à pouvoir inspecter les sites bombardés, demande rejetée par Téhéran, qui l'accuse d'agir sous influence occidentale. Le ton est monté d'un cran, l'Iran refusant désormais tout accès à ses installations nucléaires.
Le 22 juin, en pleine nuit, Donald Trump avait ordonné des frappes américaines contre plusieurs sites nucléaires iraniens, dont Fordo et Natanz. Une réponse à ce que Washington qualifie de menace imminente liée à un enrichissement d'uranium proche du seuil militaire. L'Iran se dit déterminé à défendre sa souveraineté nucléaire et rejette toute ingérence, une posture qui inquiète les chancelleries occidentales. Les observateurs craignent une rupture définitive de l'accord de Vienne. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est attendue dans les prochains jours. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé pour la première fois depuis près de 3 ans. Malgré des désaccords profonds sur la guerre en Ukraine, les deux dirigeants affichent une volonté commune de relancer la coordination diplomatique autour du nucléaire iranien. Retour sur un échange de plus de 2 heures entre Paris et Moscou dans un contexte international particulièrement tendu. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont renoué le contact après près de 3 ans de silence officiel. Au cœur de l'échange, l'Iran, mais aussi la guerre en Ukraine. Le président français a réaffirmé son soutien indéfectible à la souveraineté de l'Ukraine, mais le Kremlin reste ferme. Tout accord de paix doit tenir compte des nouvelles réalités territoriales, autrement dit, les régions ukrainiennes annexées par Moscou. Kiev, informée avant et après l'échange, reste prudente. La France, elle, veut garder sa place à la table des discussions, même si pour l'heure, la position russe demeure inflexible. Autre dossier brûlant, le nucléaire iranien. Après les récentes frappes israélo-américaines sur des sites stratégiques, Paris et Moscou, tous deux signataires de l'accord de Vienne de 2015, veulent éviter une escalade. Macron appelle au retour sans délai des inspecteurs de l'AIEA. Poutine, de son côté, insiste sur le droit de l'Iran à un programme nucléaire civil. Selon des analystes, cette reprise de contact est surtout symbolique. Les Européens veulent peser sur la suite, mais les lignes de fond restent inchangées. 2 heures de conversation, peu de convergence, mais la diplomatie, martèle l'Élysée, doit reprendre ses droits. En Ukraine, la guerre ne laisse pas que des ruines. Elle sème des millions de mines. Entre râteaux artisanaux, robots dotés à l'intelligence artificielle et espoir de récolte, les fermiers et les démineurs de l'Est du pays tentent, au péril de leur vie, de rendre la terre cultivable. Une bataille invisible, quotidienne, pour reprendre possession du sol le plus contaminé au monde. Est-il devenu un champ de mines? Voici l'Ukraine. Larissa Sysenko et son mari Victor ont décidé de rentrer chez eux, à Kamianka, malgré les dangers. Leur outil de déminage, un simple râteau. Nos soldats n'avaient pas le temps, alors on a fait le travail nous-mêmes, confie Larissa. Mais à côté de ces gestes ancestraux, une révolution technologique est en marche. Grâce à l'intelligence artificielle et aux drones, de nouvelles méthodes de déminage voient le jour. À Kiev, des analystes ukrainiens entraînent des algorithmes à connaître chaque type de mine. Sam Rowlands déclare « Nous pouvons cartographier les champs, identifier les zones à risque et guider les excavateurs à distance. » Pourtant, la réalité est brutale. 123 000 km² sont potentiellement contaminés. Un 5e du territoire, les agriculteurs n'attendent pas les ONG. Comme Igor Kniazev, ils déminent eux-mêmes, souvent au péril de leur vie. « J'ai sauté sur une mine anti-char, mais j'ai eu de la chance, dit-il. D'autres n'en ont pas eu. » Hier coiffeuse, aujourd'hui démineuse, Victoria arpente les couloirs d'herbe au détecteur 8 heures par jour, 1 000 € par mois, autant qu'un médecin débutant. Elle dit être moins fatiguée qu'avant. Le blé repousse, les tournesols fleurissent. Malgré les mines, la vie revient dans certaines régions de l'Ukraine. Chaque printemps, des millions de personnes affrontent un ennemi invisible mais bien réel, le pollen. Derrière les premiers rayons du soleil se cache un véritable calvaire pour les allergiques, entre éternuements, yeux rouges et sprays nasaux. Loin d'être un simple rhume passager, l'allergie saisonnière touche une part croissante de la population. Rencontre avec une spécialiste pour mieux comprendre ce mal du printemps. Chaque année, c'est la même histoire. À peine le froid s'estompe-t-il pour laisser place à la chaleur, que les nez commencent à couler, les yeux à pleurer et les poches se remplirent de mouchoirs plus vite qu'un panier de Pâques. On appelle ça joliment l'allergie saisonnière. Joliment, car le mot saisonnière adoucit presque la gêne.
Invisible à l'œil nu, le pollen s'invite partout, dans l'air, sur nos vêtements, jusque dans les voitures pourtant fermées. Il ne fait pas de bruit, ne sent rien, et pourtant, il suffit de quelques grammes microscopiques pour transformer un doux matin en champ de bataille immunitaire. Pour les allergiques, les mois d'avril, mai et juin ne sont pas forcément synonymes de fleurs, mais de flaires. Ils flairent le moindre pic de pollen comme d'autres flaireraient une tempête. Ils se lèvent avec le nez bouché, se couchent avec les yeux gonflés, et entre les deux, ils éternuent parfois plus que leurs collègues ne répondent à leurs mails. Et pendant que les non-allergiques profitent de la saison pour aller à la mer, pour pique-niquer, courir en forêt ou respirer à plein poumon, les autres préfèrent regarder à travers la vitre avec un spray nasal dans une main et un antihistaminique dans l'autre. Heureusement, la science ne dort jamais. Et les allergologues, ces héros du printemps, sont là pour décoder les symptômes, apaiser les crises et rappeler que non, ce n'est pas juste un rhume qui dure. Dans ce reportage, nous avons rencontré Dr Kadla Aidani, allergologue à l'Hôtel de France, pour mieux comprendre ce phénomène qui gratte, pique et parfois fait râler. Car oui, l'allergie saisonnière est un sujet sérieux, mais entre nous, si éternuer 6 fois de suite permettrait de faire un vœu, certains auraient déjà gagné à la loterie. Les graminées, c'est un des pollens les plus communs au monde, mais aussi au Liban. La saison, c'est surtout mai-juin au Liban. Mais nous avons un pollen qui est trop exagéré, trop prévalent et qui est beaucoup plus puissant que les graminées. C'est le pollen de la Parietaria judaica ou Wall pellitory, qui est au Liban en automne et au printemps et qui peut être même toute l'année, surtout que nous avons un climat modéré. Donc, chaque fois qu'on a un changement climatique entre froid et chaud, on a une pullulation de ce pollen qui cause des allergies. La différence entre un rhume infectieux, c'est que le rhume peut être associé à de la fièvre et qui est d'habitude qui se termine en 5 à 10 jours, alors que la rhinite allergique, elle devient chronique. Donc, les symptômes continuent, bien que le malade n'est plus exposé parfois même pas au pollen ou au virus. Nous avons les traitements à court terme, donc qui traitent l'allergie, qui sont les antihistaminiques, les cortico-nasales. Nous parlons seulement du rhinite, nous ne parlons pas de l'asthme, bien sûr, et qui doivent être débutés un peu avant la saison si nous sommes conscients de ce aux produits, aux allergènes qui sont la cause. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle l'immunothérapie spécifique à l'allergène qui peut être la cause de cette allergie. Et en note finale, près d'Aix-en-Provence, sous la montagne Sainte-Victoire, on marche littéralement sur des œufs de dinosaures. Ce site exceptionnel, tenu secret pour des raisons de préservation, abrite le plus grand gisement d'œufs de dinosaures au monde. Un trésor scientifique unique, encore largement inexploré. Sous les pins de Provence, à l'ombre de la Sainte-Victoire, se cache un trésor vieux de 75 millions d'années. Ici, les scientifiques l'appellent avec humour Aix-en-Provence, un site unique au monde où des milliers, peut-être des millions, d'œufs de dinosaures reposent sous la terre. Dans ce site classé réserve naturelle, les fouilles sont minutieuses, pas question de perturber le paysage. Seuls les spécimens à forte valeur scientifique sont extraits, à l'aide de burin et de patience. Un œuf par mètre carré, certains mesurent jusqu'à 30 cm de diamètre, mais tous restent mystérieusement vides. Le jour où l'on trouve un embryon à l'intérieur, ce sera la grande trouvaille. L'équipe garde espoir. Chaque été, des fouilles sont relancées en secret pour éviter les pillages. 1 millier d'ossements déjà répertoriés dans ce qu'il fut à la fin du Crétacé, un marécage idéal pour la nidification des dinosaures, herbivores comme les titanosaures, ou carnivores, comme le redoutable Archovenator. Mais ce patrimoine est aussi fragile. Malgré le classement, les pillages persistent, alors les autorités réfléchissent à une autre piste, celle du tourisme paléontologique. Aix-en-Provence, une fenêtre ouverte sur un monde disparu. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous demain, même heure, même antenne. Bonsoir.